Moi, je suis entrepreneur donc de nature optimiste, donc Oui. j'aimerais dire que je pense que tout va revenir à la normale très vite avec une croissance accrue parce que tout le monde attend depuis 1 an et demi de consommer. Je Ouais. crains que malheureusement, ça soit pas aussi rose que ça. Je pense que durablement, il y aura des effets à la crise qui sont liés à plein de facteurs, notamment le fait que beaucoup de gens aient changé d'industrie, que beaucoup d'industries qui attendent leur démarrage pourront pas redémarrer parce qu'elles auront plus le personnel qu'elles attendent. Et on D'accord. voit que ça se dessine, y compris aux États-Unis aujourd'hui. Il manque plusieurs millions de jeunes, notamment, qui ont changé de job, qui ne veulent plus faire de tourisme, plus faire de restauration, C'est plus faire vrai. de métiers en contact avec le public. Donc Oui. ça, je pense que malheureusement, ça va être un gros frein à la croissance. Non pas manque de consommateurs, mais manque de force de bras et de jambes pour y répondre. La D'accord. deuxième, c'est que tout le monde sait qu'on a quand même une forme de crainte de récession en Europe qui avait une croissance plutôt molle avant la crise et Oui. qui du coup n'a aucune raison objective à part pendant 2, 3 mois où ça va repartir à fond avec l'été, les gens vont se lâcher, ils ont beaucoup d'épargne, donc ils vont faire. Mais quand on va commencer à voir, malheureusement, à partir d'octobre, novembre, les vrais dégâts de la crise, Oui. c'est-à-dire les liquidations d'entreprises, les plans de licenciement qui pour l'instant sont gardés dans les tiroirs et qui vont se développer. On va voir la croissance tout à coup ralentir, des risques d'inflation, des débuts de remontée des taux d'intérêt. Ça va Oui. être mauvais pour le gouvernement et son déficit, mauvais pour les entreprises. Et je D'accord. crains que ça soit compliqué économiquement et qu'ensuite, ça se transforme en bérésina politique également, puisque nous, en France, on est à l'aube d'élections. Donc, je suis pas très optimiste. J'espère sincèrement me tromper. Tous les indicateurs de tous les grands instituts mondiaux sont plutôt verts en disant qu'on va avoir une croissance très forte l'année prochaine. C'est Je ça. doute pas qu'il y ait des choses qui redémarrent. Je pense qu'on est très optimiste sur le niveau du redémarrage et sa capacité à durer. Et je pense qu'on a sous-estimé les dégâts commis dans les petits et moyens territoires qui, quand ils perdent une entreprise, ne la récupèrent jamais. On n'est plus en démocratie, mais depuis un petit moment. C'est-à-dire qu'une démocratie, c'est quand n'importe qui, vous, moi, on peut se présenter une élection avec une chance raisonnable d'y parvenir. Si D'accord. aujourd'hui, vous n'êtes pas du Sérail, que vous ne pouvez pas avoir les 500 signatures des collectivités locales, déjà, vous avez un barrage qui fait que la chance n'est pas donnée à tous, contrairement aux D'ac- États-Unis ou à D'accord. d'autres pays. Donc déjà, ça, c'est un facteur, pour moi, qui était présenté comme un facteur de garantie de la qualité des candidats. Quand on voit comment on est gouverné depuis 30 ans, je pense qu'on pourrait se permettre de tenter d'autres candidats, mais on ne le veut pas. On veut qu'ils viennent toujours de l'ENA, toujours de l'X, toujours de la même botte et du milieu politique. On ne veut pas s'ouvrir à la diversité. Et quand je dis diversité, c'est pas uniquement homme-femme, c'est pas couleur, c'est pas handicap, c'est la diversité de la société civile. La deuxième D'accord. chose, c'est que quand on, bon, moi j'ai appris à travailler avec les politiques depuis un certain nombre d'années, et en D'accord. fait, on sait deux choses. La première, c'est que la justice, qui est censée être indépendante et garantir l'indépendance d'un pays, est en train de sombrer dans un combat idéologique qui est de plus en plus accru chaque année. Donc, ça D'accord. veut dire que quand vous avez un système de justice qui est aux ordres d'une politique essentiellement d'extrême gauche, ça pose quand même un problème économique, moral, humain, démocratique. Et puis surtout, on a compris, à force de voir des ministres dont certains sont devenus des amis, que quand ils veulent même passer des réformes, c'est l'administration qui décide si elle les applique ou pas, selon que ça lui plaît ou pas. Et donc, moi, j'ai rencontré 2 fois des grands dirigeants, hauts fonctionnaires, inamovibles du Trésor, qui disent, moi, mon rôle, c'est de casser toutes les libertés fiscales qu'un gouvernement met en place. Voilà. Donc, c'était dans un déjeuner, c'est pas enregistré, il ne répétera jamais publiquement, mais c'est son rôle. Donc, ça veut dire que dans une démocratie, ce sont les gens que vous avez élus qui décident. En France, ce ne sont plus les gens que vous avez élus qui décident, ce sont l'administration, deux, une justice qui réinterprète ses lois comme on le veut. On l'a vu pour le meurtre de Madame Halimi, on a décidé qu'on ne pouvait pas le juger, c'est quand même juste une hérésie. On n'a jamais vu ça avant. Le mur des cons pendant Sarkozy, enfin, on sait où est la justice française. Oui. Il y a des régions en France qui n'ont pas eu une décision favorable à un employeur après un appel en prud'homme en 18 ans. 18 ans, aucune décision favorable à un employeur. Donc, on est sombré et maintenant, on a rajouté pendant le Covid le pouvoir des médecins qui, autant que je sache, n'ont jamais été des gens qu'on a élus et C'est vrai. derrière lesquels les politiques se sont réfugiés. Donc, une démocratie, c'est quand c'est ouvert pour se présenter et choisir les gens qui nous gouvernent. À partir du moment où les gens qui nous gouvernent ne sont plus ceux qu'on a élus et que nous, vous et moi, on n'a aucune chance d'accéder au pouvoir,
j'estime qu'on n'est plus dans une démocratie. L'Europe, principalement en Occident, parce que les États-Unis ont encore un très grand avenir. L'Europe, aujourd'hui, est clairement, on le sait, depuis en 20 ans, dans une forme de début de déclin, tout doucement, mais pièce par pièce. Regardez l'espace aujourd'hui. Qui sont les gens dans l'espace? Les États-Unis, C'est vrai. la Chine, Et la l'Asie. Russie qui revient, la Chine qui accélère, Ouais. Israël, le tout petit pays qui arrive à être dans cette course. Et si vous avez lu la presse ces 2 derniers mois, il y a eu au moins 20 articles disant mais où est passée l'Europe dans l'espace? À une heure où c'est un objet de conquête politique, économique majeure, on n'y est pas. Donc on est en train de décliner. Et finalement, les gens, c'est normal, n'ayant plus de perspective d'avenir, se raccrochent à leur passé. Et ça peut conduire à tout un tas de réactions. La peur de l'autre, le refus de l'autre, le refus de la différence, ça commence Ouais. par ça. Et on le voit bien, les mouvements de white supremacistes, les mouvements néo-nazis qui renaissent en Autriche, en Allemagne déjà depuis de nombreuses années, les populistes qui montent en France. Marine Le Pen est quand même à 47% dans les sondages. Donc on voit bien que tout ça, ça alimente. Et quand vous regardez la Terre entière, il y a 15% de plus d'États dictatoriaux ou semi-dictatoriaux dans le monde depuis 18 ans. Donc on n'est pas sur une trajectoire très démocratique. Et effectivement, tous ceux qui ont quelque chose à perdre sont en train de lutter contre ceux qui ont quelque chose à gagner. À Et gagner, ouais. malheureusement, on n'est plus dans la deuxième catégorie. Je pense, Ange, c'est pas parce que vous êtes en face de moi aujourd'hui, mais vous savez que je suis un peu marié avec l'Afrique, donc je pense que l'Afrique va faire partie des continents gagnants. Pourquoi? Parce qu'en fait, les acteurs économiques dont je suis, mais moi je ne suis pas une grande boîte, D'accord. choisissent toujours d'aller où il y a le moins de risques. Et ce qu'ils ont retenu aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 continents dans le monde qui ont échappé au Covid et à sa mauvaise gestion. L'Asie, parce qu'elle l'a extrêmement bien géré, que Taïwan, Hong Kong, la Corée, Singapour, le Japon et maintenant la Chine ont repris une vie normale, même s'il y a des petites remontées de temps en temps et en gros n'ont pas de mort. Taïwan, le Vietnam, tout ça, c'est moins de 100 ou 200 morts, ce qui prouve d'ailleurs que cette maladie n'était pas si grave si on savait bien traiter les gens qui arrivaient. Et la deuxième chose, c'est l'Afrique, qui a été, à part l'Afrique du Sud, très épargnée. Et je pense que pour l'avenir, les gens vont se dire, mais si demain je dois investir quelque part, que ce type d'épidémie dont on sait qu'elles seront récurrentes, voire même vont s'installer, Ouais. je vais aller m'installer là où les hommes vont continuer à travailler. Et l'Afrique en fait partie. Donc aujourd'hui, si je devais, d'ailleurs je le fais, puisque je vais lancer une extension de mon activité à Abidjan à partir de la fin du mois d'octobre. Super. Aujourd'hui, je pense que l'Afrique va avoir un coup de booster. L'Asie, mais c'est déjà fait, a déjà un super coup de booster. L'Europe, un coup de frein. Les États-Unis se maintiennent. Et l'Amérique du Sud va avoir un coup de frein pendant au moins 5 à 10 ans. Elle a fait beaucoup de retours en arrière. Donc, moi, je viserai l'Afrique et l'Asie et les États-Unis, mais parce que les États-Unis, ça reste le bonheur de l'entrepreneur. Rapidement, j'annulerai l'inamovibilité des hauts fonctionnaires. Ça veut dire que dans mon entreprise, si quelqu'un n'est pas bon, malheureusement, on doit s'en séparer. Dans la haute fonction publique, si quelqu'un est catastrophique, il est obligatoirement maintenu dans son job. Ça veut dire que ça maintient parfois la médiocrité à la tête de l'État, y compris à Bercy, ce qui est juste dangereux. Donc, je supprimerai ça. J'aurai une plus grande diversité des hauts fonctionnaires, ce qu'on fait en supprimant l'ENA, mais qui, à mon avis, est un mauvais principe. Ce qu'il fallait, c'est donner des grandes administrations à des gens qui n'ont pas fait l'ENA, universitaires, écoles de commerce, en avoir moins, mais mieux payés. La troisième chose, c'est que je réformerai les institutions avec un seul mandat plus long. On a fait une erreur terrible en supprimant le septennat. Il fallait le maintenir, mais une seule fois. Comme ça, on a des gens qui ne passeront pas les 2 dernières années de leur travail à soigner leur réélection. Et enfin, je pense que je supprimerai beaucoup d'échelons, ce qu'on devait faire en supprimant le département. Mais quand on a commencé à parler de ça, les mairies ont créé les métropoles et ont rajouté un échelon et on a toujours le département. Donc du coup, on a 1 à 2 échelons de plus avec des cumuls de fonctionnaires. Donc ça, tant qu'on n'aura pas réformé ça, réformer nos institutions, les rendre plus efficientes, c'est vraiment les premières mesures à prendre. Tant qu'on ne travaillera pas mieux, l'économie n'ira pas mieux. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, très rarement, est capable d'être un bon créateur-développeur et un bon manager. Moi, je sais que je suis un manager catastrophique et un très bon développeur. Donc, il faut un peu de temps pour apprendre ça. Et si on se refuse cette opération qu'on doit faire dans le miroir face à soi-même et de se dire non, 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 je suis entrepreneur, je sais tout faire, on a 9 chances sur 10 de se planter. Parce qu'à un moment donné, on va faire des choses qu'on fait mal. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième conseil qui est plus rare,
mais que je donne toujours, c'est celui de voir comment on est capable de stabiliser ou plutôt de mettre en équilibre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et D'accord. que j'ai jamais rencontré un entrepreneur malheureux dans sa vie personnelle qui réussissait dans sa vie professionnelle et réciproquement. Et ça, c'est l'exercice le plus difficile qui existe parce que quand on entreprend, on est marié à sa femme ou à son mari et en même temps à son entreprise. Et finalement, ce couple à trois a du mal à fonctionner. Donc, du coup, une forme de polygamie professionnelle est très compliquée. D'accord. Et donc, du coup, c'est l'exercice le plus dur. Et moi, je sais que, comme beaucoup d'entrepreneurs, on a un taux de divorce qui est très important, donc j'ai pas échappé. Oui. On choisit mieux son deuxième compagnon, sa deuxième compagne, selon qu'on a un homme, une femme, ou d'ailleurs dans les autres cas aussi. C'est Et à un vrai. moment donné, c'est vrai que bah, on choisit mieux la personne qui est capable d'accepter cette vie qu'elle va partager avec vous. Et si vous êtes malheureux en permanence et tiraillé entre les deux, jamais vous réussissez votre boîte.